C'est le début de la semaine. On se retrouve avec le même engouement, le même engagement. Quel bonheur de partager ces instants avec vous, très chers téléspectateurs et bien sûr, public de C'est Midi. Restez tout simplement avec nous, car C'est Midi. C'est maintenant. Ah oui. Un cri de victoire qui est au rendez-vous. En tout cas, merci pour la chaleur que vous distillez dans ce studio. Merci encore à vous. Et merci à la charmante équipe du lundi, composée du doyen. Bienvenue les bas, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci. Quelle chance pour nous, mais quelle chance pour nous d'avoir sur ce plateau la reine Elisabeth. Eh oui, la reine Elisabeth Marie-Paul Adjé, vous êtes toute en beauté ce matin. J'adore votre tenue. Caroline. Franchement, Franchement, vous avez fait fort quand même ce matin. Et puis juste à ma gauche, on a la ravissante Jessica Bouma. Merci de l'applaudir. Très fort. Oui, Jess. Alors, malheureusement, le sujet d'aujourd'hui est un sujet triste. Le sujet que nous allons développer, c'est horrible ce qui est arrivé. Ceux qui sont à ma gauche ont une idée de ce qui s'est passé. Et nous sommes de tout cœur avec eux. Mais nous sommes obligés de faire cette émission. Alors, dans quelques petits instants, très chers téléspectateurs, vous entendrez la voix. On aura le portrait de la dame qui va venir sur le plateau de C'est Midi pour rendre non seulement témoignage de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à cette jeune, je dirais à cette femme octogénaire, bien sûr, je vais y arriver, l'émotion m'étreint. Mais, chers téléspectateurs, nous voulons tirer les leçons de ce qui s'est réellement passé et nous ne voulons plus revivre ce genre de situation. Je vous laisse tout de suite en compagnie de la voix de Nafi Touré pour le portrait de notre invité et on se retrouve dans quelques petits instants. Couple et mère de 2 enfants, Marie-Laure Diomand est une jeune femme titulaire d'une maîtrise en ES Lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny et d'un diplôme d'ingénieur en communication marketing. Elle a d'abord été assistante webmaster, puis chef de service chargée d'éthique, avant d'être aujourd'hui directrice du centre d'incubation du district autonome d'Abidjan. Marie-Laure est également une grande passionnée d'animation et de mode. Dimanche 14 octobre 2018, un malheur va frapper la grande famille Konin. Sa mère, Konin Aou Thérèse, dite Mémé Ave Marie, a été assassinée par un jeune voisin à Komassi, dans le quartier Sikoji 1, Carrefour Gelti, où elle a vécu pendant plus de 40 années. Que s'est-il réellement passé? Comment et pourquoi a-t-il assassiné sa mère? Ne bougez pas, elle vient sur le plateau de C'est Midi nous raconter toute l'histoire de ce drame. Alors, vous avez bien pu remarquer la photo de la défunte mère de notre invité. C'est à dessein que nous avons mis cette photo parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Et tout de suite, avec votre permission, nous allons recevoir celle qui va rendre le témoignage. Je rappelle le thème, le voisin de ma mère l'a assassiné. Marie-Laure Diomand est notre invitée témoin du jour. On va s'abstenir d'applaudir et la recevoir tout simplement sur le plateau de C'est Midi. Marie-Laure, vous pouvez venir. Voilà. Le voisin de ma mère l'a assassiné. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci. Nous savons que c'est dur. Mais nous vous savons aussi courageuse. Grâce à Dieu. Merci en tout cas pour ce courage dont vous faites preuve en venant sur le plateau de C'est Midi pour rendre ce témoignage. Et je suis sûre que votre maman sera très très fière de vous. Alors, Docteur Philo, quel que soit le thème du jour, a toujours son avis à donner, a toujours son point de vue à donner. On va le retrouver tout de suite. Docteur Philo. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci. Je voudrais... C'est un moment triste. C'est vrai que chaque jour on rit ici, mais souvent vraiment il faut savoir faire la part des choses. Je voudrais que chacun dans ce studio puisse se lever et d'observer une minute
de silence très symbolique à l'endroit de notre mémé. Voilà. Merci. Merci, veuillez vous asseoir. Merci. Alors, je ne peux pas concevoir qu'un voisin puisse assassiner sa voisine, une mémé. Toi, tu es jeune, Attends, moi je dis, Dieu, attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Partout, aucune entité sur cette terre ne peut apprécier la mort de son prochain, la mort d'un proche. Même, on dit la reine Elisabeth qui est là, même en Angleterre même, la mort, ça fait mal. One deuil, one tristesse. Un deuil, une tristesse. C'est en anglais, je vous en prie. Mais ça fait mal, je vous dis que partout. Même les animaux, chiens même là, chien même, quand son camarade chien meurt là, c'est tout le waouh, toute la nuit. Ça fait mal. Et je voudrais interpeller les uns les autres. Le voisinage, c'est pas ça. C'est la bonne cohabitation, c'est la cohésion sociale. Et comme il n'est pas écrit sur le front de tel voisin parce qu'il est bon ou pas, parce que le gars il arrive, il quitte quelque part ailleurs, il vient, il prend une maison juste à côté de toi, c'est pas écrit sur son front s'il est bon ou pas, mais il va falloir que nous fassions très attention à notre entourage. Il faut qu'on fasse attention. Moi-même, il y a mon voisin. Moi, attends, je ne suis pas avec les enfants qui sont chaque fois chez le voisin. Le voisin, c'est notre premier petit pompier. Je veux dire quoi? C'est celui-là, même avant même l'arrivée des pompiers, même quand il y a un incendie, quand il y a un danger qui vient à votre secours. C'est ça le vrai voisin. Hein? Il faut que nous fassions très attention. Attends, il y a trop de souvent, parfois, excusez-moi, mais il y a souvent de laisser aller des voisins qui vont faire leur marché chez vous. Vas-y, c'est pourquoi moi, je dis à ma femme, hein, pour ne pas dire à mes femmes, je leur dis, faites très attention. Attends. Faites très attention. Je ne suis pas dans les trucs de... Et puis surtout les voisins qui viennent, il est célibataire, puis c'est la voise. Il n'a même pas le temps de dire voisin, il dit voise. Il raccourcit même ton nom pour te dire que lui-même, il n'a pas le temps pour toi-même. Nous sommes en Afrique, c'est dommage. Nous, on est obligé quand même de faire avec. On n'est pas comme en Europe où le gars, mais c'est même pas si son voisin est un bobo ou pas. Mais il faut faire très attention. Et moi, personnellement, je vais dire, ça c'est mon appréciation, c'est que je vis. Il y a un vigile, un gardien chez moi. Et ces temps-ci, il y a un monsieur, un Européen, qui est venu habiter avec un gros chien. Et depuis 3 jours, le chien, quand il voit mon voisin, mon vigile, il aboie. Wow. Et son patron européen, ça mène pas plus tard que ce matin même, il me demande, il me dit, ah voisin, je me demande pourquoi nos 2 gardiens là ne s'entendent pas. Attends, moi mon gardien, tu l'as signé le chien? Est-ce que ça c'est un bon voisin? Moi je pense que nous sommes en Afrique. C'est vrai que le deuil, il y a le moment de tristesse. Vous voyez un peu à travers les funérailles, place Figaro, place CP1, comment on célèbre le deuil. Mais on ne va pas rester là. On ne va pas s'apitoyer sur le sort. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance et il faut qu'on change surtout de comportement. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, docteur Philo. Quand il le veut, il a de la suite dans les idées, notre docteur. Alors, nous allons partir pour la question du micro-trottoir avec Paterne. Pensez-vous que votre voisin pourrait vous faire du mal? Le micro-trottoir avec Chris Paterne-Assémian. Bonjour Caroline, salut à toute l'équipe. Dans le cadre du micro-trottoir de ce midi, nous sommes présentement à Koumassi, à l'idée de savoir, votre voisin pourrait-il vous faire du mal? Quelques passants se sont prononcés sur la question. Ça dépend, hein. Ça dépend de quelle relation les gens se tissent entre eux. Si c'est de bonnes relations, c'est comme une famille. Mais si c'est une relation conflictueuse, ah là, il y a toujours des couaches. C'est ton voisin qui est ton premier parent. Donc, je ne pense pas que ton voisin peut te faire du mal. Les voisins sont devenus copatos maintenant. Il y a les voisins copatos partout. Ta fille peut sortir à telle heure. Et puis, les voisins vont dire que ta fille est partie à tel endroit. Or, ils ne savent pas où ta fille est partie. Peut-être ta fille est partie étudier, ils ne savent pas. Ils vont se mettre à raconter des bêtises. Tous les jours, ils vont partir chez tes parents pour aller raconter des bêtises qu'ils ne savent pas. Oui, les voisins peuvent te faire du mal. Peut-être même c'est la petite mais qui n'a pas causé les voisins. Il y a la jalousie aussi qui est là. Tu es habitué aux voisins, vous êtes comme des frères et sœurs. Quelqu'un peut quitter ailleurs pour venir te faire du mal, pas le voisin. Pas le voisin, c'est comme vous êtes des frères. À moins que peut-être un esprit doit soit rentré en lui pour faire ça. C'est le voisin qui viendra, s'il y a une situation, à venir d'abord pour envoyer le premier soutien. Mais si on n'a pas une bonne collaboration avec les voisins, c'est sûr que quand on sera dans un malheur, il ne viendra pas. Donc les voisins peuvent se faire du mal. Ça dépend aussi de l'idée de la personne, mais les gens qui sont animés de quoi aussi. Donc les voisins peuvent se faire du mal, les hommes, les animaux, tout ça, c'est la même chose. Parce que l'homme est animal aussi. Le côté animal, ça dépend de quel genre de voisin aussi. Si tu as un mauvais voisin, mais tu as quelqu'un de bizarre comme voisin, il peut te faire du mal.
Diomon Marie-Laure, directrice du centre d'incubation du district autonome d'Abidjan. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Alors, tout à l'heure, nous avons eu votre portrait et la photo de votre mémé, votre maman qui s'affichait parce que vous êtes la dernière d'une fratrie de 4 enfants. On aimerait savoir ici tous qui était réellement Dame Aouterès Kona. Maman, on passerait toute une journée à parler d'elle, mais ce qu'on devrait retenir, c'est que c'était une femme qui était résolument tournée vers la vie. Elle aimait la vie, c'était une femme engagée dans tout ce qu'elle faisait. Elle était quelqu'un qui aimait son environnement, qui savait prendre soin d'elle et de ceux qui l'entouraient. C'était quelqu'un qui savait impacter l'environnement dans lequel elle vivait. Pour la petite histoire, c'est la dame qui pouvait faire curer le caniveau, alors que cela n'était pas de son ressort. C'est la dame qui pouvait interpeller Y sur la qualité de sa tenue, par exemple. C'est la dame qui est très engagée à l'église et qui a un amour fou pour la Vierge Marie. Et donc, qui passait ses journées en prière et qui incitait les gens qui la fréquentaient à prier. Prier, c'était sa phrase préférée. Prier, prier, parce que c'est bon de prier, c'est bon. Je prie pour vous, mais vous aussi, priez. C'était une femme qui était engagée, elle avait un franc-parler. Et donc, je dirais que c'était une personne qui savait, enfin, qui vivait pour elle, certes, mais qui vivait aussi pour les autres. Et c'était la femme de toutes les générations. Maman était habillée aux personnes âgées, aux jeunes, aux enfants, à ses arrière-petits-enfants. Eux tous aimaient partout. Voilà. Et je veux dire, sa maison était accessible aux jeunes du quartier. Plus qu'accessible, oui, plus qu'accessible. Qui n'a pas mangé chez Mémé Ave Maria? Qui n'a pas fait la fête là-bas? Les jeunes que vous voyez dans mon dos, ces petits frères-là, chaque année, chaque fin d'année, c'est sur sa terrasse qu'ils organisent leur fête de fin d'année. Et mon frère, qui est sur ce plateau aussi, est leur parrain. C'est une dame qui n'a jamais hésité à engager ses enfants lorsqu'il s'agissait des autres. Nous avons quitté le quartier, mais même quand il y a des choses en paroisse, elle n'hésite pas à nous appeler. Écoutez, il y a telle chose sur la paroisse et tout. Soit je paye pour vous et vous me remboursez, ou faites venir votre argent, on le fait. Ou il y a un tel une telle qui a accouché, il y a un tel qui est décédé, ainsi de suite. C'est la dame qui était sensible vraiment à son environnement. Voilà. Alors, au vu de tout ce que vous êtes en train de dire, on se dit, ah, c'est une maman qui avait beaucoup de qualités, qui n'avait certainement pas d'ennemis. Mais la question que je veux vous poser maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé le 14, puisque le 12, vous avez eu votre dernière conversation. C'était ça. Le 12 octobre, précisément. Oui, dans la matinée, j'ai échangé avec maman. Et nous étions à la veille des élections municipales, donc j'étais en train de lui dire, écoute, maman, il y a trop de tensions actuellement, donc tu ferais bien d'acheter quelque chose, faire des provisions. Tout à fait. On ne sait jamais. Et donc, ça, c'était le vendredi matin. Le samedi, dans la nuit, j'essaie de l'appeler, son téléphone ne passe plus. Et je regarde l'heure, il est 22h. Je me dis, bon, elle doit être certainement en train de dormir. Donc, moi, je passe une nuit blanche jusqu'à 4h, 5h du matin. Et c'est au petit matin que je me suis mise à dormir. À mon réveil, je la rappelle. Qu'est-ce qui vous empêchait de dormir? J'avoue que j'en sais rien, mais je n'y arrivais pas. Et quand je me suis réveillée, j'ai tenté de la joindre de nouveau. J'ai regardé l'heure, j'ai dit, ah, maman doit être à la messe, donc autant attendre un peu. J'attends midi, je rappelle, elle ne décroche toujours pas. Donc j'appelle un de nos frères, un frère adoptif. Je lui dis, écoute, va dire à maman que depuis la veille, je tente de la joindre, elle ne décroche pas, qu'elle me rappelle. C'est ce qui s'est passé. Et lui me dit, ah, quand je suis allée faire un petit gombo et tout ça, je ne suis pas à la maison, mais j'envoie telle personne voir ce qu'il y a à la maison et on te fait la commission. Lui, il vivait à la maison avec la vieille? Exactement. Et donc le petit, il arrive, il trouve les portes ouvertes, il trouve quelqu'un couché au sol, mais recouvert de paille. Et il en déduit tout de suite que maman est en train de dormir. Et là, il s'en remet au frère en question qui lui dit, mais c'est pas possible. Quand on connaît notre maman et son mode de vie, elle ne peut pas être en train de dormir et avoir ses portes ouvertes. Donc, en temps, il était en train d'arriver, il est venu, il a constaté.
les faits, parce que lui, il est rentré au salon, il a vu que c'était une scène de crime. Et là, maintenant, la difficulté, c'était de me dire à moi ce qui se passait. Et là, il m'appelle, il me dit, grande sœur, viens à la maison. Je lui dis, bah, écoute, j'arrive, mais passe-moi maman. Je vais lui parler. Je me mets en route, mais passe-toi maman. Il est resté un moment, il dit, grande sœur, je te dis de venir. Je lui dis, mais attends, je te demande de me passer ma maman. Je vais lui parler. Je n'ai pas dit que je ne venais pas. J'arrive, mais passe-moi maman. Et face à son refus, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Et j'entends dans le fond du téléphone, ah, c'est sa dernière, là, non. Demande-lui d'appeler tous ses grands frères. Bon, là, je me suis dit, il y avait certainement quelque chose de grave. Donc, je cherche tout ce que j'ai comme argent sur moi, en espérant peut-être emmener maman à l'hôpital. Voilà, pour moi, peut-être maman a piqué une crise. On serait obligé peut-être de l'emmener en clinique, ainsi de suite. Pourquoi elle avait une santé fragile? Du tout. Du tout. Mais c'était une hypothèse. Tout à fait. Et donc, j'y vais avec mon ami, parce que je n'arrivais même pas à conduire. Et en route, j'appelle Serge. Je lui dis, mais je vous retrouve où? Si ce jour-là, il m'avait dit à l'hôpital, je vous assure que l'hôpital, ce n'est pas un bon endroit, mais j'aurais préféré que ce soit à l'hôpital. Quand il m'a dit à la maison, là, j'ai senti qu'il n'y avait pas quelque chose de bien là-bas. Et malheureusement, quand je suis arrivée, à constater le drame. Qu'est-ce que vous constatez à votre arrivée? Quand nous sommes arrivés, mon ami est descendu avant moi parce qu'il était en contact avec mon petit frère qui lui a dit déjà, voici la situation. Et donc, quand lui, il est descendu, dans un premier temps, il voulait sécuriser l'endroit pour ne pas que la population déjà commence à souiller la scène de crime et tout. Et moi, on m'a retenu dehors. Bon, parce que, voilà, non, je ne pouvais pas non plus rester dehors. J'ai dit non, je suis venue, c'est ma maman qui vit là, c'est notre maison, je vais rentrer et je vais voir ce qu'il y a dedans. Et je suis allée, j'ai constaté la situation. J'ai gardé mon calme, je suis allée dans sa chambre. J'ai allumé, j'ai regardé l'environnement, j'ai tout scanné dans ma tête. J'ai mis le split en marche parce que maman était dans la chaleur. J'ai mis le split en marche et quand je suis ressortie, c'est là que nous avons commencé à appeler tout ce qui était autorité. Pourquoi vous mettez le split en marche? Il y avait une lueur d'espoir pour vous? Vous disiez que c'était pas fini? Peut-être c'était un automatisme parce que je trouvais que maman était dans la chaleur. Parce que vous n'avez pas réalisé, c'est vrai que vous aviez l'information, mais vous ne réalisiez pas. Quand elle est à la maison, elle met son split en marche. Elle est dedans, elle regarde la télé, elle prie. Le split est en marche. Maman a travaillé à l'ECI. Enfin, elle est habituée à... Voilà, donc elle a son split et tout. J'ai trouvé que maman il faisait chaud, elle était dans la chaleur. Il fallait qu'elle soit au frais. Ça peut paraître bizarre de le dire ainsi, mais j'ai mis le split en marche. Et je suis sortie ensuite et commencé à appeler tout ce qui était police et autres. Voilà. Et évidemment, la police va faire son constat, c'est bien cela? Oui, la police est venue, la police scientifique, la police criminelle, le légiste, son médecin traitant et tout, tous étaient là. Ils ont fait le constat d'usage jusqu'à ce que le corps soit transféré. Elle baignait dans une mare de sang. C'est des parties difficiles à expliquer, mais il faut voir... Pour savoir avec quelle sauvagerie, excusez-moi du terme, ce jeune-là a pu s'y prendre. C'est véritablement des pratiques animales, à la limite. Voilà, tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous pendant ces instants-là? Est-ce que c'est la disparition de votre maman ou c'est l'atrocité avec laquelle elle part? Ouais. Ça, c'est une excellente question parce que vous savez que nul n'est immortel, nul n'est éternel. Nous savons que nos parents, même nous-mêmes, pouvons aller avant nos parents. Nous savons que nos parents vont mourir, sont appelés à mourir. Mais on se dit quoi? Bon, maman, elle avait 82 ans, certainement d'une maladie, j'aurais pu comprendre. Même d'un accident de la circulation, j'aurais pu comprendre. Mais que quelqu'un lui ôte la vie, ça, c'est toute autre chose. C'est toute autre chose. Et là, de savoir en plus que, plus tard, que c'est quelqu'un qui nous est proche, vous comprenez que c'est quelque chose de surréaliste et d'inacceptable. Ouais. Racontez-nous un peu, comment est-ce que le coupable sera plus tard appréhendé? Déjà, la veille de son arrestation, il était devant la porte. Hein.
Il allait, il venait, il allait, il venait. En ce moment, vous ne saviez pas que c'était lui? Du tout, du tout. Il allait, il venait, et puis à un moment donné, il est allé s'asseoir, il observait toute la scène. Et j'ai mon cousin qui est venu vers moi, qui m'a dit, écoute Marie-Laure, regarde tout doucement dans ton dos, il y a un jeune qui est habillé de telle façon et tout. Je ne le sens pas. Et moi, je lui dis naïvement comme ça, écoute, positionne ton téléphone et puis tu le prends en photo, parce qu'à ce stade, tout le monde est coupable. Suspect. Suspect, voilà. Et je ne savais pas qu'on prenait en photo l'assassin de maman. Le lendemain, la police m'appelle, on se regroupe au salon, et là, elle nous donne l'information. Et là, on nous montre la photo de l'individu. Je pense que c'est là que nous allons marquer une pause. Ce n'était pas encore terminé, très chers téléspectateurs. Restez en notre compagnie. On marque juste une pause au niveau de la pub et on se retrouve pour la suite. D'accord. Et voilà, on essaie tout de même de rester zen malgré tout. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Marie-Laure Diomant. Le voisin de ma mère l'a assassiné. C'est le thème qu'on développe depuis le début de cette émission. Et là, avant la pub, on parlait du coupable, de la façon dont il avait été appréhendé par la police. Donc, vous nous expliquiez qu'il se retrouvait quelque part. Exactement, avec, disons, un individu A. Il était l'élément B. Et puis, bon, quand ils sont arrivés pour cet individu A-là, c'est plutôt le B. Pour dire que ce n'est pas lui qui était recherché. Les indices, voilà, les indices conduisaient la police vers l'individu A, comme vous dites. Exactement. Et lui, il arrive. Ah, je vous attendais. C'est moi qui... je savais que vous alliez m'arrêter. C'est moi qui ai tué la vieille. C'est moi qui... Il a commencé à débiter. Et puis voilà. L'assassin même, hein? C'est l'assassin qui... Oui. Et moi, je suis choquée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas lui qu'on veut l'arrêter. Dans un non, premier c'est temps. pas tuer l'homme là, c'est pas bon. En fait, souvent quand tu... Il a dû penser... Voilà, non, quand c'est comme ça, c'est... Toi-même là, tu viens quoi, tu viens toi-même. C'est pas simple. Voilà, souvent tu tues toi-même, tu vas la police, ça arrive. En imaginant que ça reste impuni. Donc forcément, dès que tu vois la police, déjà, tu paniques. Et je voulais demander, l'assassin avait quel âge? Enfin, à quel âge? 23 ans. Seulement. Ça, c'est un enfant. 23 ans seulement. Je ne dirais pas que c'est le plus choquant, mais c'est tellement ahurissant. Oui, mais en même temps, on s'interroge, il a 23 ans, mais apparemment, il a un parcours assez chargé. Ah, il a des antécédents au plan criminel, parce que quand aujourd'hui les langues se délient, quand on apprend ce qu'il a été capable de faire, qui a été caché par sa famille, ainsi de suite, on n'est pas surpris de la froideur avec laquelle il raconte certaines choses. Expliquez-nous un peu. Voilà. Aujourd'hui, les langues se délient un peu au quartier. Il serait lié à la mort de sa propre grand-mère. Il serait lié à l'agression sexuelle de sa propre sœur. Il serait lié même à... je ne sais pas comment expliquer cela. Il travaillait dans un maquis. À un moment donné, il a réussi à endormir certains. Il les a tous dépouillés. Donc, quelqu'un qui a un passé de ce type-là... En les droguant. En les droguant, justement. Voilà, il les a dépouillés par la suite. À 23 ans, vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un de simple. Voilà. Il est comment physiquement? Quand vous devez le décrire, pour qu'on ait une idée un peu de... je suis choquée. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un qui est impressionnant, non du tout. Je lui donnerais peut-être 1,70 m par là, pour peut-être dans l'ordre de 70 kilos. Je veux dire, ce n'est pas un gabarit impressionnant, non du tout. C'est quoi les informations qu'il donne? Je veux dire, puisqu'il se livre à la police, alors qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a fait? Il dit qu'il est venu pour de l'argent. Mais en même temps, on s'interroge. Tu es venu pour de l'argent, tu as laissé de l'argent dans la chambre de maman. Tu as laissé de l'argent qui était en évidence? Oui, qui était en évidence. Tu as laissé des bijoux sur le lit de maman. Cette chambre dans laquelle tu as passé une journée, pendant que le corps était couché à côté. Donc, de quoi s'agit-il? De quel argent parle-t-on? On ne comprend pas bien. Il a passé, c'est-à-dire qu'après son forfait... Après son forfait, il n'est pas sorti de la maison. Il est resté toute la journée avec le corps de maman couché au salon. Lui, il était en chambre certainement. Il était en train de boire de la liqueur. Il a passé du temps sur son lit. Il feuilletait les albums. Ses bijoux étaient là. Il y avait de l'argent en évidence. Mais de quel argent parle-t-on? Quand tu dis, j'ai pris 300 000 francs, dès que tu es parti, qu'est-ce que tu en as fait? Tu es allé faire la fête. Tu es allé faire la fête pour 300 000 francs. On n'a retrouvé que 6 000 francs en poche.
Moi, ce motif-là, ça ne me satisfait Et il allait faire pas. la fête avec qui? Voilà. Alors, c'est pas encore terminé. Nous allons prendre juste les réactions du public. On va donc inviter Paulus à nous rejoindre sur ce plateau. À tout de suite. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Voilà. Alors, Paulus. Bonjour Caroline, Bonjour, Paulus. bonjour à toutes Vous et à allez tous. bien? Oui, je vais bien, j'espère que vous aussi. Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors sur la page Facebook directement, on a le message de Herman Diezon Caénon. Il dit on commence à perdre les valeurs telles que le vivre ensemble. Si le voisin qui doit nous secourir quand on est en danger est lui-même le danger, du coup ça nous emmène à nous méfier de notre entourage. Aladji Rafete, il dit triste sujet, je suis de cœur avec vous, car rien ne peut pardonner l'acte causé par le voisin. C'est vrai que vous avez parlé d'argent, de forfait qu'il a commis dans des endroits où il a travaillé, mais est-ce que vous avez une idée des raisons qui l'ont poussé jusqu'à assassiner particulièrement? C'est ce que je disais tantôt, selon lui, c'est des motifs d'argent. C'est ce que lui dit. Mais Dieu seul sait. Et nous espérons que l'enquête qui est en cours va permettre de faire toute la lumière sur les raisons évidentes et les moins évidentes de cette histoire. Et toutes les ramifications, justement. C'est notre espérance, ça. Que toute la lumière soit faite. Et qu'aucune zone d'ombre ne subsiste sur cette mort. Quand vous dites que toute la lumière soit faite, vous avez encore des doutes par rapport aux raisons où vous pensez peut-être qu'il aurait... Aussi, nous avons des doutes et nous pensons... Déjà, je voudrais saluer le travail qui a été fait par les différents corps de la police et tout, parce que ça a été un travail énorme qui a été fait en quelques jours. Certains n'ont pas la chance d'avoir leur meurtrier assez rapidement. Nous, ça a été le cas, on leur dit merci. Mais nous estimons que l'enquête doit aller beaucoup plus en profondeur. Ça même. Il y a des non-dits, ces non-dits-là doivent être révélés. Voilà. D'autant plus que la vitesse avec laquelle il a dépensé les 300 000 francs fait penser que c'est de l'argent qu'il a déposé quelque part. Parce qu'on dit qu'il est parti de la maison et quelques jours seulement après, on l'a retrouvé avec 6 000 francs. C'est comme s'il avait remis l'argent, déposé l'argent quelque part. Voilà. Donc nous espérons... Oui, allez-y. Non, je voulais aussi dire que j'ai cru comprendre quelque part que votre maman aussi avait fait des révélations assez prémonitoires. Oui. Oui, peut-être qu'elle sentait la chose, mais on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. J'aimerais qu'on puisse revenir sur la façon dont il a eu accès à la maison, puisque vous avez dit dans votre récit que maman fermait toujours la porte quand elle était à l'intérieur. Comment est-ce qu'il accède? Oui, pour la petite histoire, même nous, quand nous arrivons, si tu n'avertis pas maman auparavant, tu restes derrière la porte. Elle vivait comme une... Tu ne préviens pas, tu restes derrière. Voilà. Et donc, lui, il prétend avoir escaladé la clôture. Mais écoutez, quand vous allez chez nous à la maison, que vous voyez la hauteur de la clôture et puis tout le dispositif qui est là, mais il serait intéressant de voir si l'élément qui dit avoir escaladé le mur peut le faire effectivement. Et seul. Voilà. Et seul, s'il a bénéficié de complicité ou pas. C'est ça. Il dit qu'il a escaladé. Où est-ce qu'il l'a fait? Par où il... Voilà. Oui. Mais quand vous dites complicité avec quelqu'un de la maison, certainement qu'il lui a ouvert la porte. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais justement, c'est tout ça. Toute la pertinence de l'enquête qui doit être menée. Tout à fait. Je dis, notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. C'est ça. Bien sûr. Et que tous les coupables, tous ceux, on parle de complicité, d'assassinat. Même il y a des complices passifs, il y a des complices actifs. Mais que tout cela soit mis au jour pour que ce genre d'événement-là n'arrive pas à d'autres familles. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons. Mais le Sikoji 1 est un quartier ancien où il y a encore de vieilles personnes qui sont là. Ma maman, c'est vrai, aujourd'hui, elle est partie. Notre espérance, c'est quoi? C'est qu'elle a rejoint son Père dans le ciel. Elle a rejoint la Vierge Marie qu'elle a toujours priée, qu'elle a toujours vénérée. C'est pour nous qui sommes sur la terre, là, comme on dit de façon triviale, c'est pour nous qui est fort. Ces familles qui sont là, qui ont de vieilles personnes aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce que nous vivons aujourd'hui se reproduise avec ces familles-là. Alors, on va, avec votre permission, rapidement passer la parole à Serge, votre frère. Alors, Serge, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous sentez depuis le départ de maman? On sent comme un vide. Hein. Moi, je sens comme un grand vide en moi, parce que ma mère était vraiment ma conseillère, première conseillère qui m'orientait
à chaque grande décision, que ce soit sur le plan professionnel. Même sur le plan professionnel, je ne suis pas ici, je ne vis pas ici. Je suis à l'international, je la consulte à chaque fois pour pouvoir prendre les grandes orientations. Donc aujourd'hui, c'est un grand vide en moi. Et quand on a des indices qui nous font croire, enfin qui nous montrent de façon avérée et de façon claire que ce jeune homme n'a pas agi seul, ce jeune homme n'était pas dans la maison seul, ce jeune homme a agi avec des complices et nous sommes vraiment encore plus tétanisés par ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, à ce sujet, nous faisons confiance en la police. On espère bien que les enquêtes seront complètes. Et vous, comment vous vous sentez? Elle vous manque énormément, j'en suis sûre. Mais je vous assure que c'est comme... je me rappelle le premier message que j'ai envoyé à mon patron. Je lui ai dit... papa, on m'a assassiné avec ma maman. Non. C'est ce que j'ai... En fait, c'est ce que j'ai ressenti. Non. C'est ce que j'ai ressenti. Parce que pour avoir vu maman, pour avoir vécu avec elle, pour avoir su le cœur qu'elle avait, à la limite, on dirait qu'elle ne méritait pas ça. Même personne ne mérite cela. Personne ne mérite cela. Vous avez l'impression d'avoir perdu une partie de vous. Voilà. Mais nous voulons tout simplement vous encourager. Maman a eu la chance de vivre jusqu'à 82 ans. Elle ne méritait pas, certes, de partir, mais vous avez la chance d'être encore là. Elle a forcément semé des choses merveilleuses en vous qu'elle souhaiterait voir se poursuivre. Alors nous vous encourageons, ne vous laissez pas décourager. Alors c'est vrai que c'est triste, c'est difficile, difficile à tenir, mais ayez la force, tenez encore. Il y a sa petite fille qui est là, Nadège. Ça va, sa nièce, pardon, ça va. Et à tous les jeunes du quartier, nous sommes de tout cœur avec vous. Soyez courageux et surtout continuez le travail que vous avez commencé parce qu'on sait que le samedi 3 dernier, il y a eu une marche en son honneur. Nous remercions toutes ces personnes-là qui se mobilisent depuis le décès de maman, qui sont à nos côtés. C'est vrai, nous ne sommes pas seuls. Tout à fait. Voilà, la population de Koumassi, les autorités politiques, les autorités locales, administratives, celles du district. Vraiment, nous leur disons infiniment merci pour le soutien. Merci. Si vous permettez, Caroline, je voudrais juste vous emboîter le pas pour dire que, tel qu'on a décrit maman, c'était une personne très pieuse. Et je suis sûr et certain qu'elle a déjà pardonné à son assassin. Et je vous exhorte à en faire de même. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit très fort l'intervention. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Tonton Paulus. Paulus à gâteau. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain. Tout à fait, rendez-vous demain à la même heure. Il n'a pas fait de bisous aujourd'hui à Marie-Paul, mais bon. Et voilà, nous allons tout de suite retrouver une dame de ce plateau. Son nom, c'est Jessica Bomba. C'est parti. C'est Midi Club avec Jessica Bomba. C'est un lundi assez triste, hein. On va dire qu'on accumule de mauvaises nouvelles. Voilà. On a un appel à témoins, Kofi Brouiv, il était passé sur ce plateau justement nous raconter son histoire, partager avec nous son expérience, qui nous a malheureusement quittés. En tout cas, l'équipe de C'est Midi, sinon toute la RTI par ma voix présente ses condoléances à la famille. Et je voudrais juste rappeler les dates. Samedi 17 novembre, donc il y aura une veillée. Le vendredi 30 novembre, il y aura la levée de corps. Et enfin, le samedi 1er décembre, il y aura donc l'animation. Voilà, l'enterrement. C'est vraiment triste. On est, voilà, la vie c'est aussi une dualité. Voilà. Donc il y a des moments très tristes et des moments très joyeux, comme justement ce moment. Jean-Michel Aunin et Priscilla Desgameuses ont reçu donc leur prix à la francophonie 35-35. Ils ont été célébrés, j'ai envie de dire, pour leur travail, récompensés pour ces heures et ces heures de travail, parce que justement... Une chronique qui dure 3 minutes, je ne peux même pas vous dire combien d'heures de travail ça demande. En tout cas, on applaudit ces deux personnes qui travaillent et qui ont été récompensées. Merci d'inspirer notre jeunesse, parce qu'on a tous besoin d'inspiration. Et comme je disais, la vie, c'est une dualité. Il y a des moments très tristes et des moments super happy. Et là, c'est un grand moment. On reçoit Mélanie, qui était déjà passée sur le plateau de C'est Midi, nous raconter son histoire. Elle avait perdu de vue ses sœurs pendant 17 ans après la mort de leur maman. Et Mélanie n'avait qu'un seul rêve, retrouver ses sœurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va la recevoir sur le plateau de C'est Midi. Maintenant, Mélanie, s'il vous plaît, venez.
Je vais vous demander de marquer ce moment parce qu'il est exceptionnel. C'est vrai qu'on a pleuré tout le long de l'émission, mais là, on ne parle plus de perte en vie humaine. Il s'agit là de Mélanie qui a retrouvé ses sœurs. Pour dire que quand on passe sur le plateau de ce midi, on a des résultats. Alors, Mélanie, ça va? Oui, ça va bien. Vous avez retrouvé? Après les pleurs, la joie. Et comment vous sentez? Oui, je me sens très bien. Je me rappelle, c'était des pleurs sur le plateau. Des cris de pleurs. Alors Mélanie, qui depuis son passage justement a vécu 2 événements heureux parce que maintenant c'est Madame Fofana, n'est-ce pas? Mélanie a pu partir au Mali rencontrer ses sœurs. Donc je sais que là, le funérail a dû être... Voilà, c'était grave. C'était très grave. Oui. Merci de recevoir sa sœur qui nous rejoint. Alors il y avait Aïcha, Sarah et Fatim, et ça c'est Aïcha, c'est bien ça? J'ose croire que c'est le stress de la télé qui fait que vous ne souriez pas. Mais maintenant vous souriez. Sinon vous êtes contente d'avoir retrouvé votre sœur. Hein. Le micro. Vous êtes contente? Oui, je suis contente. D'accord. Quand vous êtes retrouvés là, qu'est-ce qui s'est passé? Les affairages. Je suis contente trop. Voilà. Elle a compris. Oui, allez-y. Elle parle le bambara, donc voilà, donc comprenez là, c'est pas trop truc. Bon, on va s'ériger un peu en truc interprète. Non, n'ayez pas honte. Faut pas avoir peur. Dites-lui que c'est deuil là qui fait juste comme ça. Voilà. Elle a déjà dit. Ça content là, non? Elle est contente, d'accord. Mélanie, merci beaucoup. Donc on sait que vous êtes très contente et qu'aujourd'hui vous avez retrouvé un peu votre équilibre émotionnel. C'était important pour vous de les retrouver. On est content d'avoir participé en tout cas à ces retrouvailles. On vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Merci. Et je me souviens même le jour où elle a reçu la dame là, elle a dû même abîmer le micro par les lames, se tremper. Et là, lui, le technicien du micro, on dit oui, elle a trop pleuré. Et les autres sœurs, elles vont bien? Ils vont très bien. Tout le monde va bien. Et la famille est contente, la famille est reconstituée. Je vous envie. En tout cas, vraiment. Alors, on va les images. C'est la fête. Non, pas bon, encore. Pas encore. Il n'est pas normal, ce mec. Alors là, d'accord. Bon, c'est sûr, c'est merci infiniment de mariage. Encore une femme supplémentaire à Dr Philo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Ces mots de beauté, c'est avec Marie-Paul Adjé. C'est mots des beautés avec Marie-Paul Adjé. Bonjour mes amoureux de mode. Alors, à l'ère du modernisme et de l'égalité, le 21e siècle voit la mode se démocratiser et inspirer le genre masculin. Cependant, nul n'est à l'abri de fashion faux pas et c'est bien pour cela que je vous ai listé ces 10 erreurs de style à ne surtout pas commettre. On regarde. Messieurs, si vous portez une chemise sans veste, vous n'avez pas besoin de cravate. La veste trop boutonnée est à bannir, messieurs. Le bouton du milieu de la veste devrait toujours être fermé. Pour celui du haut, vous avez le libre choix. Quant à celui du bas, en revanche, il ne devrait jamais être fermé. On laisse le bermuda trop court au placard. Ne vous trompez pas dans la longueur de votre bermuda. On le choisit juste au-dessous du genou et pas plus court. On évite les chaussettes claires avec les tenues de ville. Privilégiez des chaussettes de couleur sombre car trop voyantes, les chaussettes claires attireront l'œil et ruineront l'effet harmonieux de votre tenue. On n'oublie pas d'attacher sa ceinture, ne commettez surtout pas l'erreur d'oublier votre ceinture quand vous rentrez votre chemise dans votre pantalon. Elle saura parfaire votre look en lui donnant une touche distinguée. Votre ceinture devrait être de la même couleur que vos chaussures. Pour le choix de votre cravate, sachez qu'une cravate trop longue manque un peu d'élégance. Et c'est le même combat pour celle qui est trop courte. Et on termine avec 3 petites astuces. Comment nouer une cravate? Comment faire un nœud papillon? Et comment bien choisir sa chaussure en fonction de son costume? Et voilà messieurs, maintenant vous n'avez plus aucune excuse. Ciao ciao. Merci beaucoup Marie-Paul, mais pour les chaussettes, on n'est pas d'accord. Pour les chaussettes, on n'est pas d'accord. On ne peut pas avoir une très belle tenue et mettre des chaussettes hyper Non, on n'est pas d'accord. Vous voulez attirer l'attention. Moi, j'ai mon manier, les chaussettes oranges et les chaussettes rouges. Non. Alors, je terminerai avec
Afrique Fashion Show qui aura lieu le 17 novembre 2018 et les top 10 de la mode le 22 novembre. Ce sont des événements à ne pas rater. Merci beaucoup. Sur ce, nous saluons le groupe Intellect Afrique avec nous dans ce studio. Les jeunes de Koumassi en soutien à la famille Koné. Merci d'être venus. Et bien sûr, le fan club, c'est midi. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 12h. Au revoir.